Deux événements ont contribué à faire évoluer l'armée chinoise en puissance aérienne au détriment de sa puissance terrestre. La chute de l'URSS, qui entraînait au passage la chute de sa suprématie aérienne en Eurasie, ainsi que la guerre du Golfe. La guerre, menée par la coalition contre l'Irak, a démontré combien le vecteur aérien était crucial pour la guerre moderne. La rupture sino-soviétique, occasionnant l'arrêt de l'aide technique soviétique, ainsi que la révolution culturelle impulsée par Mao à partir de 1965, vont avoir de fortes conséquences sur le développement du secteur aéronautique au niveau national, en accroissant un retard non seulement vis-à-vis des soviétiques, mais également vis-à-vis des pays occidentaux. Le secteur reprendra des couleurs grâce à la copie à partir de plans, à commencer par le J-7 en se basant sur les plans du MiG-21, ainsi que grâce à diverses productions sous licence, comme le Z-8 se basant sur le Super Frelon français. Dans les années 1990, le rôle assigné à la force aérienne de l'armée populaire de libération, la People's Liberation Army Air Force, ou PLAAF, était la défense du territoire et de l'espace aérien. Elle était dotée en conséquence de J-6, des chasseurs-intercepteurs, de J-8, des intercepteurs, des J-7, des chasseurs-bombardiers, des J-5, des avions d'entraînement, en plus des bombardiers H-5 et H-6. La stratégie était alors de faire appel à la quantité plutôt qu'à la qualité en matière de tâches défensives. Dans les années 90, une profonde réforme des industries de défense est entamée en Chine, qui accompagne les réformes de 1980 de Deng Xiaoping, appelées les 4 modernisations, et poursuivie en 1992 suite aux événements de Tiananmen de 1989. Ces réformes, couplées à la production sous licence du Sukhoi 27, nommé J-11 localement, permirent de transformer les capacités de la force aérienne en intégrant la défense de zone et la capacité de mener simultanément des opérations offensives et défensives. Dans les années 90, la flotte de combat de la force aérienne de l'APL se chiffrait à 5000 appareils, puis, avec le retrait de quelques 3000 J-6 qui représentaient 75% du parc de combat et de quelques 600 J-7 jusqu'en 2011, elle fut ramenée à moins de 2000 appareils de combat en 2015. L'armée de l'air chinois procéda à un changement de logique, en passant d'une logique de quantité à une logique de qualité, au même titre que son armée de terre ou sa main-d'œuvre, mais à la différence de la marine dans une certaine mesure. Ainsi, sont apparus des chasseurs de 3e et 4e génération, J-7, J-10, J-11, Sukhoi 27 et Sukhoi 30. Cette montée en gamme a permis dans les années 2000 de concevoir des appareils indigènes de haute performance. Donc, la tendance observée ces 20 dernières années est une baisse globale du nombre d'avions de combat, avec le retrait progressif des J-8. Cependant, depuis 2008, la production d'avions militaires est en augmentation chaque année, particulièrement concernant les avions de combat. Leur production aurait doublé depuis un an. Cela concernerait avant tout la production de J-20, mais aussi celle des J-16, J-15 et J-10C également. Cette augmentation de la production traduit une montée en puissance des forces aériennes, comme le montrent également les 2 programmes de 5e génération en développement, le J-20 pour la force aérienne de l'APL et le FC-31 orienté à l'export. Depuis une trentaine d'années, la Chine connaît une montée en puissance économique exponentielle, dont voici quelques dates clés. En 2001, elle fait son entrée à l'OMC. En 2010, elle devient la 2e puissance économique, devançant son rival historique, le Japon. En 2013, elle lance le projet OBOR, One Belt, One Road, dite les nouvelles routes de la soie, puis renommée par la suite BRI pour Belt and Road Initiative. En 2014, elle devient la première puissance économique en parité de pouvoir d'achat. En 2020, 18,5% pour la Chine contre 16% pour les USA. Bref, le basculement du système productif, économique et financier coïncide avec l'expansion militaire de la Chine. Plus précisément, nous pouvons constater que l'augmentation de son budget militaire correspond approximativement avec son taux de croissance. Notons que le budget militaire chinois augmente en dépit des crises économiques, subprimes et Covid-19. Ainsi, le taux de croissance du budget militaire chinois connaît une baisse tendancielle au même titre que son taux de croissance,
tous deux passés sous la barre des 2 chiffres dans les années 2010. La croissance chinoise connaît donc des difficultés depuis une décennie, et plus particulièrement depuis la mise en place de la politique zéro Covid, et malgré sa levée il y a plusieurs mois. L'objectif des 5% de croissance affiché pour 2023 sera très difficile à atteindre, même les officiels chinois le reconnaissent. La croissance de 3,2% en 2022 contre les 5,5% annoncés fut, mis à part l'année 2020 avec le Covid, le taux le plus faible jamais enregistré en Chine depuis 1979. Le ralentissement de la croissance est la tendance naturelle de toute économie en développement lorsqu'elle arrive à une certaine maturité. Ainsi, l'augmentation budgétaire pour les forces armées chinoises dépendra plus de la stratégie adoptée de dépasser les 2% du PIB, voire plus. Depuis la fin de la guerre froide, la Chine n'a jamais dépassé les 2,5% et depuis 2010 n'a jamais dépassé les 2%. Il serait surprenant de voir un brusque changement de cette tendance, et j'en veux pour preuve les politiques menées sur le long terme traditionnellement en Chine et l'entêtement des autorités à les appliquer. L'exemple de la politique de l'enfant unique instaurée en 1979 est frappant. Il aura fallu attendre 2015, et de plus annoncé à demi-mot, pour y mettre un terme, alors qu'il était clair depuis bien longtemps que sa démographie allait baisser. Cependant, la Chine poursuit sa politique avec une 28e année consécutive d'augmentation de son budget militaire. Nous pouvons donc conjecturer que la Chine atteindra les 2% du PIB sans les dépasser beaucoup plus d'ici 2030. Ainsi, le PIB chinois a été multiplié par 55 entre 1990 et 2022, atteignant 19 900 milliards selon la Banque mondiale. Dans le même temps, son budget militaire a été multiplié par 16 pour atteindre 292 milliards de dollars en 2021 selon le CIPRI. Cependant, plusieurs indicateurs montrent que la croissance chinoise est structurellement menacée. La Chine connaît une forte augmentation du coût de la main-d'œuvre, passé de 4 $ de l'heure en 2006 à 18 $ de l'heure en 2015, entraînant des délocalisations vers différentes régions d'Asie, par exemple vers le Vietnam, le 5e client de la Chine, du fait du commerce intra-firme. Ces délocalisations sont contraires à sa stratégie et volonté d'autonomisation de sa production d'armement. Bien sûr, la Chine reste fortement industrialisée, à hauteur de 40%, mais la tendance est à la délocalisation. Par ailleurs, la Chine est en situation de collapse biologique pour la première fois depuis les années 60, avec une perte de 850 000 habitants en 2022. Au début de l'année 2023, l'Inde a devancé la Chine en tant que pays le plus peuplé de la planète. Ces deux signaux sont le symptôme d'une situation démographique alarmante qui, du fait d'un taux de fécondité de 1,31 enfants par femme difficilement rehaussable et de l'effet d'inertie de toute tendance démographique, prévoit dans un scénario bas une population de 488 millions de Chinois d'ici 2100, contre 1,4 milliard aujourd'hui. De plus, la Chine accuse la 3e dette publique cumulée mondiale, 12 500 milliards de dollars en 2022, derrière les États-Unis et l'Union européenne. En 2019, la dette totale du pays atteint 303% du PIB, soit 40 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 15% de la dette mondiale. Or, la croissance chinoise repose principalement sur les investissements publics, en témoignent les 500 milliards de dollars de relance lors de la crise de 2008, ainsi que sur la consommation des ménages. Donc si la dette, en particulier la dette publique, ne se résorbe pas, et que la population chinoise continue de baisser, ce qui est inévitable, ou bien si cette baisse quantitative n'est pas compensée par une hausse qualitative, la croissance de la Chine se trouvera donc menacée. En outre, avec une forte internationalisation de son économie, son taux d'ouverture atteint les 30%, la Chine a pu se développer à une vitesse folle, mais s'est rendue fortement dépendante de l'importation de produits critiques et vitaux pour son économie, mais également dépendante des importations occidentales. Problématique pour elle en cas de conflit, ou même pour les pressions internationales que l'on peut exercer sur elle. Le découplage voulu par les économies occidentales peut être particulièrement préjudiciable à la Chine, et cette dernière ne manque pas de le faire savoir. En revanche, nous pouvons nuancer sur le secteur de la recherche, dont les bénéfices pour l'APL sont davantage décorrélés de la croissance. En effet, la forte intrication et la collaboration entre la BITD et le secteur privé
permettent à l'armée de bénéficier des avancées technologiques émanant du civil. En 2020, le CIPRI classait pour la première fois les industries de la BITD chinoise dans son classement des principaux producteurs mondiaux d'armement en fonction de leur chiffre d'affaires. L'étude du CIPRI se penchait plus particulièrement aux industriels chinois de l'armement et a classé 4 Chinois parmi les 25 premiers mondiaux. La Chine se plaçait ainsi comme le second producteur d'armement mondial, boosté par la demande intérieure, comme pour son économie de manière générale. On reste loin des 12 entreprises américaines dans le top 25, dont 5 trustent le top 5, et ces 5 entreprises génèrent à elles seules 166 des 361 milliards de dollars de chiffre d'affaires du top 25. La première entreprise chinoise se classait en 6e position, avec l'Aviation Industry Corporation of China, avec 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine de la défense. Cette holding publique détient le monopole de la production d'appareils militaires en Chine et vise à regrouper tous les acteurs aéronautiques militaires pour en assurer le contrôle de l'intégralité de la recherche, du développement et de la production par l'État. Créé en 1993, Avic est divisé en 2 groupes 6 ans plus tard. Avic 1 pour des avions militaires et moyens courriers, ainsi que Avic 2 pour les hélicoptères et les avions légers. Cependant, afin de faciliter le transfert de technologies occidentales dans le domaine civil, Avic regroupe Avic 1 et Avic 2 et se détache de la production de moyens courriers commerciaux, confiée à la nouvelle société Comac. Comptant 500 000 employés, Avic supervise 200 filiales, 33 instituts de recherche, ainsi que 9 laboratoires nationaux clés. Depuis 2010, Avic poursuit sa stratégie de développement à l'international, avec l'acquisition entre 2010 et 2015 d'environ 7 entreprises aéronautiques étrangères, la plupart aux États-Unis et en Europe. Les principaux constructeurs d'avions de chasse du groupe sont la Shenyang Aircraft Corporation, avec les J-11, J-15 et J-31, ainsi que la Chengdu Aircraft Corporation, avec les J-10, JF-17 et J-20. La China National Aero Technology Import-Export Corporation, CATIC, est chargée de l'exportation d'avions de combat, d'hélicoptères, de drones et autres produits aéronautiques issus de l'Avic. Pour mieux s'internationaliser et combler ses lacunes en matière de services après-vente, la CATIC a installé 28 lignes de maintenance dans 28 pays différents. Les succès de la CATIC à l'international ne sont pas légion, et l'exportation d'avions de combat se limite à des pays en développement comme le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh et jusqu'ici concerné des avions de 3e génération dépassés. Dans le secteur de la défense, donc également pour l'aéronautique militaire, la Chine s'est imposée comme un leader dans l'exportation low cost. Cependant, les débouchés sont relativement limités du fait de contraintes géopolitiques. Nous détaillerons cette difficulté ultérieurement. Selon le CIPRI, sur la période 2018-2022, la Chine se classe 4e exportateur d'armes en 2022, avec 5,2% du marché, principalement vers le Pakistan, le Bangladesh et l'Algérie, bien que ces exportations aient baissé de 23% par rapport à la période 2013-2017. Mais la stratégie adoptée au cours des années 2010 consiste à miser sur l'exportation d'avions multirôles performants, JF-17 et FC-20, bien qu'il s'agisse toujours des marchés low cost, ainsi qu'une montée en gamme avec le FC-31. L'objectif de la RPC est de vendre à des États politiquement proches, mais également à plus long terme, en concurrençant les avionneurs européens et américains, de nouer de nouvelles relations politiques qu'implique la vente de matériel de défense critique, souvent en prolongement d'une coopération économique renforcée. Les régions cibles peuvent être l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, le Golfe arabo-persique, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Du fait du poids économique de la Chine, il est très difficile pour un pays de sortir de ses griffes. La diplomatie de la dette exercée par la Chine à de très nombreux pays est significative. La Belt and Road Initiative est un méga projet consistant en un vaste réseau de transport
et d'infrastructures maritimes et terrestres pour améliorer les connexions économiques et par extension culturelles et diplomatiques. Dans le cadre de l'abri, la Chine propose aux pays des offres combinées difficilement refusables au vu de la nature des économies des pays ciblés. Le problème de ces offres est qu'elles se financent sur des prêts contractés auprès de la Chine et les retombées économiques promises par la Chine sont rarement concrétisées et le pays devient la plupart du temps endetté auprès de la Chine. Aujourd'hui, la Chine est le premier créancier mondial, détenant 60% de la créance externe des États. Les conséquences politiques de cette mise sous influence peuvent être l'obligation de reconnaître la République populaire de Chine au détriment de Taïwan, ou bien la cession d'une partie du territoire à la Chine, comme c'est le cas au Monténégro. La vente d'appareils de combat ne fera que renforcer et pérenniser l'influence de la Chine sur le pays en question à cause de l'engagement politique pris, de la maintenance, des pièces détachées, de la mise à niveau des standards dont dépend le pays, ainsi que du caractère régalien de toute armée de l'air. Les objectifs politiques globaux sont les suivants. Instaurer un nouvel ordre mondial. Cela passe par sa diplomatie, avec la pléthore de relations bilatérales que la Chine aime nouer, au travers des institutions internationales qu'elle tente d'influencer à son avantage, mais également au travers d'organisations régionales où elle joue un rôle important, comme les BRICS, avec comme outil principal la banque associée, la NDB BRICS, ou encore comme l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Par ailleurs, la Chine porte un certain nombre de revendications historiques, notamment dans les mers de Chine. Ces revendications vont bien au-delà de Taïwan. Elle revendique une zone dite des 10 traits. Bien qu'elle considère ces revendications comme lui revenant de droit, invoquant l'irrédentisme comme argument, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye les a jugées irrecevables. La Chine a commencé à appliquer sa politique avec la répression sur Hong Kong en dépit de l'accord d'une Chine, deux systèmes. La prochaine étape est donc Taïwan, et c'est d'autant plus à craindre que la Chine a en quelque sorte institutionnalisé le conflit lorsqu'en 2005, elle fit voter la loi anti-sécession stipulant que toute autoproclamation de Taïwan serait un casus belli, et l'invasion de Taïwan serait ainsi légitimée. À plus court terme, la montée en puissance des forces aériennes a pour objectif de pouvoir instaurer des zones d'exclusion aérienne sur Taïwan en cas d'invasion et de contrer les groupes aéronavals occidentaux, et d'instaurer une totale souveraineté de l'espace maritime et aérien sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. L'expansion de ces forces aériennes s'inscrit pleinement dans ses ambitions politiques en participant à instaurer la bulle aérienne de la stratégie A2AD, Anti-Access Area Denial. Cela se concrétise par de nombreuses interceptions d'appareils occidentaux ou de pays de la région par l'armée de l'air chinoise, invoquant qu'ils traversent son espace aérien alors qu'ils survolent les eaux internationales. Les objectifs qui suivent sont de pouvoir casser la première chaîne d'îles en ayant la capacité de projeter sa capacité aéronavale, et enfin sur le globe, il s'agit pour la Chine de sécuriser les routes maritimes et les chaînes d'approvisionnement vitales à son économie. En parallèle, les États-Unis craignent un déclassement politique, économique et militaire. C'est pourquoi l'administration Obama a lancé le pivot asiatique. Cette politique consiste à un endiguement dans tous les domaines et un repositionnement géostratégique du Moyen-Orient vers l'Indo-Pacifique. Cette politique a été reconduite et même accentuée sous Donald Trump, puis Joe Biden. Cela se traduit par la multiplication de partenariats de sécurité avec les pays de la région, par la réactivation du Quad, un dialogue quadrilatéral entre l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, ou bien par des alliances fortes, comme le pacte AUKUS. La Chine justifie son développement militaire par cet endiguement qu'elle dit vouloir briser, mais c'est sans compter ses ambitions d'expansion et sa politique économico-financière agressive, souvent hors du cadre des institutions internationales, qu'elle veut par ailleurs réformer. Le partenariat stratégique sino-russe est une coopération politique, dite l'amitié sans limite, décrétée en mars 2022, une coopération économique et militaire entre les deux pays,
sans pour autant constituer une alliance. D'abord parce que la relation est déséquilibrée, largement accentuée depuis la guerre en Ukraine où la Russie doit absolument vendre ses hydrocarbures et le fait à prix cassé, puis parce que la Chine s'abstient d'intervenir dans le conflit ukrainien, autrement que de proposer un plan de paix, mais qui démontre bien la limite de cette amitié. La guerre nuisant aux intérêts chinois plus qu'autre chose, elle subirait diverses conséquences en s'engageant d'une manière ou d'une autre. Une véritable alliance surmonterait ces conséquences. La coopération est militaire, à travers d'une part, par le fait que la Russie continue d'être le premier fournisseur d'armes à la Chine, d'autre part, à travers des exercices conjoints fréquents, début 2023 entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud par exemple, ou bien lors de l'exercice Vostok 2022 en septembre 2022, rassemblant la Russie, la Chine, la Syrie, l'Inde et la Biélorussie. L'exercice quadriennal faisait intervenir pas moins de 50 000 soldats, 140 aéronefs et 60 navires de guerre. Nous reviendrons plus tard sur l'environnement géostratégique et le manque cruel d'alliances qui fait défaut à la Chine. Les principaux manques des forces aériennes chinoises sont les suivants. Concernant sa souveraineté industrielle, donc sa BITD, c'est de développer de manière autonome des réacteurs de forte poussée. Le J-20 n'est toujours pas équipé du WS-15 et le FC-31 est doté de réacteurs de facture russe. Même si la Chine a fait de ce segment une priorité, elle reste fortement dépendante de composants d'origine étrangère. La dépendance, en particulier concernant un domaine aussi critique que les moteurs, est un vrai risque. Un risque de ne pas pouvoir produire en masse des moteurs évolutifs durant un conflit prolongé. La Chine aura des difficultés à financer son armée, et donc son aviation, par la voie de l'export pour deux raisons principales. D'abord, la Chine s'est imposée comme un leader du low cost, et même si elle tente une montée en gamme à l'export, elle reste limitée dans sa valeur ajoutée qu'elle peut faire dans ses ventes. Par ailleurs, le marché est obstrué par des Occidentaux qui, non seulement ne sont pas des destinations à l'export, mais peuvent également exercer des pressions sur des pays qui pourraient être tentés par du matériel chinois. La loi américaine CAATSA est un puissant instrument juridique démontrant un type de pression possible. Cette loi permet d'interdire à des pays étrangers d'acheter du matériel militaire de rivaux stratégiques comme la Russie ou la Chine sous peine de sanctions économiques. Le ravitaillement en vol est un défaut des forces aériennes chinoises qui amoindrit sa capacité de projection de la puissance, avec seulement 3 Ilyushin 78 Midas et un seul Xi'an Y-20U, la version ravitailleur du Y-20, entrée en service en 2022 dans l'armée de l'air. Développé dans les années 2010, il devrait constituer le futur du ravitaillement chinois. En attendant, la Chine se trouve hors du top 10 en nombre de ravitailleurs dans sa flotte active, si l'on accepte la dizaine de H6 transformés en ravitailleurs, aujourd'hui obsolètes, et pouvant être vidés en un seul transfert par un Sukhoi 30 MKK. Une solution existe, mais révèle à quel point le ravitaillement en vol est un réel défaut capacitaire, étant pourtant un pilier de l'appui aérien stratégique. Cette solution palliative est la bétonisation d'îles et la construction d'aérodromes en mer de Chine, ce qui est en cohérence avec sa stratégie d'appropriation des îles de la région. Son manque d'expérience opérationnelle est un réel point faible. La Chine n'a plus connu la guerre depuis 1979 contre le Vietnam. Les intrusions dans l'Adise taïwanaise, quand bien même nombreuses et régulières, ainsi que les différents exercices conjoints en vertu des coopérations évoquées, ne suffisent pas à tester, éprouver et ajuster hommes et machines face au combat. Une autre difficulté de taille, et pas des moindres, se pose aux forces aériennes chinoises, celle du combat aérien conjoint entre les différentes armées.
La Chine a profondément revu ses doctrines ces 20 dernières années et réorganisé sa chaîne de commandement. La collaboration interarmée était contradictoire avec la structure traditionnelle de l'armée chinoise afin de renforcer la résilience du régime face aux troubles intérieurs. Le contrôle politique étant encore très important, les doutes subsistent même si la Chine tente de mener des missions de patrouille et d'interception conjointes entre la marine et l'armée de l'air au-dessus de la mer de Chine. Voici un tableau qui résume et évalue grossièrement les capacités des forces aériennes chinoises en englobant tous les domaines utiles à une appréciation globale. Une note colorisée, qui reste relative aux capacités d'autres pays, est attribuée à chaque critère. Sont évalués l'aspect financier, l'environnement géostratégique, la capacité de projection, les capacités opérationnelles, les capacités de la BITD, ainsi que la qualité intrinsèque des appareils et les systèmes d'armes qui les accompagnent. Revenons sur certains des points qui n'ont pas encore été abordés. S'agissant de l'environnement géostratégique, la Chine est en manque d'alliances et de coopération sécuritaire. Les États-Unis possèdent une 50aine d'alliances à travers le monde, tandis que la Chine n'en a qu'une avec la Corée du Nord, nouée en 1961 et renouvelée en 2021. Nous avons vu que la coopération avec la Russie n'est qu'un simple partenariat, pas une réelle alliance. Cela a un impact plus ou moins direct sur les capacités aériennes chinoises, dans la mesure où les exercices conjoints sont plus rares et la coopération moins profonde. Cela limite également les accès à des bases étrangères, limite les transferts de compétences ou techniques. L'OCS ou les BRIC, dont la Chine fait partie, n'ont quant à elles pas de réel objectif sécuritaire, mais avant tout politique et économique. S'agissant des capacités opérationnelles, l'expérience opérationnelle est un manque important qui se prouve par l'absence d'engagement en conflit depuis la guerre perdue face au Vietnam en 1979, où les forces aériennes ont d'ailleurs été très peu engagées, mais se prouve également par le recrutement d'anciens pilotes occidentaux, une trentaine de Britanniques, des pilotes français et allemands, pour renseigner les dernières tactiques de combat occidentales et pouvoir les contrer, en l'absence justement de confrontation. Quant à la facilité de recrutement, les forces aériennes chinoises éprouvent des difficultés à recruter et à encadrer, notamment dans l'aéronaval, difficultés qu'éprouvent la plupart des armées. Ce problème est essentiel dans la mesure où on a beau produire du matériel en quantité, si le facteur humain ne suit pas, ce matériel devient inutile. Le général Fleury, alors chef d'état-major de l'armée de l'air, disait à propos de l'engagement dans la guerre du Golfe en 1991. Ce conflit nous a montré que, si le niveau de sophistication des armes est déterminant, l'homme reste l'élément primordial, car il est sans aucune ambiguïté le plus apte à faire face à des situations inédites et à optimiser l'emploi des systèmes d'armes. Quant aux appareils, les drones sont un outil extrêmement intéressant dans la stratégie dite de zone grise mise en place en mer de Chine. Il s'agit de mener des actions de violation de domaines maritimes ou aériens, mais à une intensité permettant de rester sous le seuil de confrontation pour que ces actions ne paraissent pas assez clairement légitimes pour mériter une réplique ou que l'enjeu ne vaut pas la peine d'engager une confrontation armée. Une incursion d'UAV peut paraître un degré en dessous par rapport à une incursion d'un chasseur par exemple. Depuis quelques années, les drones chinois violent de plus en plus l'Adize taïwanaise, mais le Japon est aussi victime d'incursions près des îles Senkaku, Diaoyu, contestées, et passant au-dessus des détroits de Miyako vers le Pacifique. Comme les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et le Japon, la Chine intègre de grands drones dans ses opérations navales. Deux constatations sont à établir lorsque l'on parle des drones militaires chinois. La première est que la Chine est la plus grande productrice de drones au monde, en captant une grande partie des marchés commerciaux et militaires. La partie commerciale est importante, car l'armée profite énormément du dynamisme du secteur des drones commerciaux chinois, en accord avec la stratégie nationale de l'intrication militaro-civile. Ainsi, les forces aériennes emploient une très large gamme de drones, couvrant tous les types de missions, des moyennes altitudes longue endurance ou haute altitude longue endurance, que ce soit le BZK-005, le BZK-007, le CH-4 Rainbow ou le TB-001.
Certains sont les plus avancés au monde, comme le CH5, le WZ Soaring Dragon ou le Winglong 2. Pour certains d'entre eux, leurs performances peuvent être équivalentes au MQ-9 Reaper ou RQ-4 Global Hawk, et surtout pour un prix pouvant être divisé par 2. L'autre constatation que l'on peut établir, c'est qu'en revanche, plusieurs drones chinois n'ont pas encore une conception 100% nationale, la copie et le vol de propriété intellectuelle restent à l'ordre du jour. Par exemple, le Faiyong FH-97 est suspecté d'être une copie du XQ-58 Valkyrie américain au vu de sa forte ressemblance. Par ailleurs, certains moteurs leur font encore défaut, comme le moteur WP-13 du Soaring Dragon, en réalité une copie du R-13 russe. Même si dans le secteur des drones militaires, la Chine se place parmi les toutes meilleures nations mondiales, que ce soit en termes de performance ou de nombre, plusieurs questions demeurent. Le degré d'intégration des drones aux forces aériennes reste encore flou. On ne sait pas si, par exemple, un BZK-005 peut transférer les images ou les données vidéo de ses capteurs directement à d'autres avions avec équipage. On ne sait pas non plus si un équipage de KQ-200 ou KJ-500 peut prendre le contrôle de l'UAV. Par ailleurs, le secteur en émulation nécessite la sélection et la formation de nouveaux pilotes et opérateurs, de créer des nouveaux cadres de formation et d'intégrer tout cela dans des exercices réalistes. Développé dans les années 60 en copiant le MiG-21F-13, à ce moment les relations sino-soviétiques se dégradaient et les soviétiques stoppèrent leur soutien technique, le J-7 fut mis en service dès 1966. Ce chasseur léger à aile delta fut le premier chasseur chinois assez performant pour améliorer significativement la qualité de la chasse chinoise. À partir de 1971, la Chine en exporta sous la désignation de F-7 en Irak, en Égypte et en Corée du Nord. À la fin des années 70, naissait le J-7-2 avec un moteur plus puissant, et sa version d'exportation désignée F-7B fut vendue au Mozambique, au Soudan, au Sri Lanka, en Tanzanie, au Bangladesh, à l'Égypte, ainsi qu'à l'Irak. Les années 80 virent les relations sino-soviétiques s'améliorer et permirent la production sous licence d'une nouvelle version baptisée J-7-3. 8 pays achetèrent sa version export, le F-7M. Une version nommée F-7P Skybolt fut spécialement développée pour le Pakistan. Le constructeur Gizhou produit une version biplace d'entraînement appelée JJ-7. À partir du programme J-7-2, Chengdu développa le J-7E, la meilleure des versions du J-7. On lui fournit une voilure à double delta pour augmenter les angles d'incidence et la portance. Il gagna 45% de manœuvrabilité, 43% de performance globale et 84% d'efficacité au combat en plus. Une version améliorée du J-7E, le J-7G, entra en production au début des années 2000. Le moteur du J-7G, un Gizhou WP-13F, délivre une poussée de 4500 kg, 6600 kg avec réchauffe, pouvant procurer à l'appareil une vitesse maximale de Mach 2,1. La version J-7G améliore les performances du point de vue de l'électronique, avec un head-up display modernisé et un viseur de casque entre autres, ainsi que du point de vue de l'armement. L'appareil peut emporter, grâce à 4 pylônes, 1,8 tonnes de charge offensive. Il peut emporter ou bien 4 missiles RR courte portée PL5 à guidage infrarouge d'une vitesse de Mach 2,2, ou bien 4 missiles RR courte portée PL8 à guidage infrarouge fournissant au pilote une capacité Fire and Forget, ou bien 4 missiles PL8B d'emploi tout temps et procurant au J-7 une capacité BVR, Beyond Visual Range. 2400 appareils furent construits au total. Aujourd'hui, la PLAAF opère encore environ 390 J-7, principalement des J-7E et J-7G, dont 80 pour ce dernier. La marine en utilise quant à elle encore une trentaine. Le J-7G, plus en production à ce jour, n'a pas été produit en quantité suffisante pour remplacer les J-7E complètement obsolètes. Bien que de prime abord, le J-8 ne semble être qu'un simple MiG-21, ou plutôt un J-7 plus grand, il marque en réalité un pas significatif dans la BITD chinoise, puisque l'appareil allait recevoir un certain nombre de modifications.
à commencer par le fait qu'il soit un biréacteur. Le tout premier prototype décolla pour la première fois en 1969 et de nombreuses versions suivirent malgré un relativement faible nombre d'exemplaires construits au total, environ 390. Le J8H possède deux réacteurs WP13B lui fournissant 2 fois 7000 kg de poussée avec post-combustion et ainsi qu'une vitesse d'environ 2300 km/h et pouvant aller à 18 000 mètres d'altitude. Avec ses 6 points d'emport, il peut emporter 4,5 tonnes de charge militaire, à savoir des missiles RR courte portée PL9 à guidage infrarouge et des missiles RR moyenne portée PL11 à guidage radar semi-actif, un dérivé de l'AIM-7 Sparrow américain, d'une vitesse avoisinant Mach 4 et d'une portée de 75 km. Le J8H peut en outre emporter des missiles RR moyenne portée à guidage radar actif PL12, comparables à l'AIM-120 AMRAAM américain, et procurant au J8H une capacité BVR. Son avionique améliorée grâce à un radar modernisé permet au J8H d'avoir une portée de 80 km à capacité look-down-shutdown, avec la capacité de suivre 10 cibles et d'en engager 2 simultanément. Construit à 50 exemplaires, des J8D ont été mis au standard J8H et il est intéressant de noter qu'il est ravitaillable en vol. Il semblerait que la PLAAF n'opérerait plus que 96 J8, tous des J8H. La marine possède quant à elle encore une quarantaine d'exemplaires. Le J10 est certainement l'appareil qui fit rentrer l'aviation militaire chinoise dans la modernité en concevant un chasseur multirôle de génération 4.5 et de conception nationale. Développé à partir du milieu des années 80 grâce à une importante aide technique israélienne, il s'inspire fortement du F-16. Il fit son premier vol en 1998 et entra en service quelques années plus tard. Le J10 est destiné à former la colonne vertébrale de la PLAAF en tant que chasseur multirôle de supériorité aérienne et d'attaque de surface, en complément des JH-7, eux dans un pur rôle d'attaque au sol. Le J10 introduit les commandes de vol électrique en Chine. Cependant, le J10 devait initialement être équipé de moteurs chinois, mais face à la difficulté de les développer, le J10 fut équipé d'AL-31FN russe, lui donnant 13 000 kg de poussée. Ce n'est qu'à partir de 2020 que le WS-10B équipe les J10C sortis d'usine, lui procurant 14 680 kg de poussée, et cette version peut alors aller à plus de Mach 1,8. Il peut emporter près de 5,6 tonnes de charge offensive, à savoir des missiles RR courte, moyenne et longue portée PL8, PL10, PL12 et PL15, des missiles air-sol YJ91, la version chinoise du KH-31, et KD-88, des roquettes air-sol de 90 mm, ainsi que des bombes lisses et guidées laser et guidées satellite. Son radar AESA à impulsion Doppler a une portée de 100 km. Il peut suivre 10 cibles et en engager 4 simultanément. Surnommé commercialement Vigorous Dragon à l'export, seul le Pakistan en a pour l'instant commandé une vingtaine en 2021 et commence à les exploiter depuis 2022. A noter que le J10 est l'appareil de la patrouille acrobatique chinoise. Censé rivaliser avec les meilleurs chasseurs des années 90, il semble aujourd'hui qu'il puisse effectivement concurrencer des Sukhoi 27, des MiG-29, des Mirage 2000 et des F-16, mais moins probablement des F-35, Eurofighter et Rafale. Il est comparable en termes de capacité au F-16 Block 42. Aujourd'hui, la version J10C est privilégiée pour la production de masse, aux côtés des J16 et J20. Plus de 200 en auraient été produits depuis 2016. D'ailleurs, cette version est dotée d'un radar à balayage actif et peut emporter des missiles RR courte portée PL10 à guidage infrarouge, comparables à l'AIM-132 ASRAAM britannique ou à l'AIM-2000 Iris-T européen. Le J10C peut également emporter des PL15, un missile RR très longue portée, entre 200 et 300 km, à guidage radar actif, mis en service en 2016 et destiné à remplacer les PL12. La PLAAF en exploite plus de 500 en version A, B et C, et la marine environ 25, uniquement pour la surveillance du littoral. En 1996, la Chine obtient une licence de production du Sukhoi 27K
nommé localement J11. La première version était destinée à la chasse et à l'interception, pouvant emporter 4 missiles RR-PL-8 et 6 missiles RR-PL-9. Le radar du J11A permet d'engager 2 cibles simultanément, et pour accroître ses capacités, il fut décidé de doter à l'appareil la capacité d'emporter des missiles RR russes R-27, R-72 et R-77. La version J8B voit l'appareil être doté de 2 réacteurs WS-10A de conception indigène, lui fournissant une poussée à sec totale de 26 000 kg. Il peut également emporter en plus des missiles RR moyenne portée PL-12. La PLAAF aurait en service environ 380 J11A, B et BS, la version biplace, alors que la marine en opérerait 72. Le J16 est en réalité un J11BS, lequel est basé sur un Sukhoi 30 MKK et doté de l'avionique du biplace russe. Il a été développé dans les années 2010 pour des missions d'attaque au sol et de pénétration à basse altitude. Équipé d'un radar AESA, il peut, grâce à de nouveaux pylônes, emporter une très grande diversité d'armements pour une charge de 8 tonnes. Il peut entre autres délivrer des missiles anti-navires subsoniques YJ-62 et YJ-83K, ainsi que des missiles RR-PL-10 et PL-12, des missiles de croisière KD-88 ou bien des bombes guidées laser LS-500J. La PLAAF en a plus de 250 en service et la cadence de production a significativement augmenté ces dernières années. L'armée de l'air possède 32 Sukhoi 27, tandis que 24 Su-35BM commandés en 2015 sont opérationnels depuis 2018. La Chine a acquis une centaine de Sukhoi 30 MKK, répartis aux 3/4 pour la PLAAF et une vingtaine pour la marine. Développé à partir du milieu des années 90, ce chasseur de supériorité aérienne de 5e génération aurait bénéficié pour sa conception de technologies tirées d'un F-117 Nighthawk abattu en Serbie en 1999, alors que la Chine n'avait aucune expérience dans le domaine et ne pouvait bénéficier du soutien russe de la Russie post-guerre froide. Connaissant des difficultés à développer son moteur indigène WS-15, la Chine se résigna à doter temporairement le J-20 des mêmes moteurs équipant les Sukhoi 27, puis le J-20 fut équipé du WS-10 aux capacités équivalentes. Lorsqu'il entra en service en 2017, la Chine se trouvait alors comme la deuxième puissance aérienne à employer des chasseurs furtifs, puisque les Sukhoi 57 russes ne rentrèrent en service que 3 ans plus tard. La différence, c'est que depuis lors, la Russie peine à maintenir ne serait-ce qu'une dizaine de ses chasseurs opérationnels, tandis que la Chine en aurait plus de 20 fois plus. Il est doté d'ailes delta, de plans canard et de poussées vectorielles augmentant sa maniabilité. L'avant du fuselage reprend celui du F-22, tandis que les entrées d'air reprennent celles du F-35. Le J-20 ne semble pas conçu pour le dogfight, étant moins maniable qu'un F-22, et il n'a d'ailleurs pas de canon mitrailleur. Il peut en revanche aller jusqu'à Mach 1,5 en super croisière et parcourir 6000 km. Avoisinant les 40 tonnes en pleine charge, le J-20 est capable d'emporter en soute 4 tonnes d'armement, comme des missiles RR PL-10, PL-12 et PL-15. Le F-22 Raptor ne peut qu'emporter lui seulement un peu plus d'1 tonne d'armement en soute, mais 9 tonnes en externe. Le J-20A peut quant à lui, s'il renonce à sa furtivité, emporter plus de 6 tonnes de carburant ou d'armement supplémentaire en externe, répartis sur 4 points d'emport. Il est également prévu que cette version puisse emporter le missile très longue portée PL-21, comparable à l'AIM-260 américain, ainsi que des Small Diameter Bombs guidées de 50 ou 100 kg. La SER est estimée à 0,05 m², pourtant on parle de furtivité lorsque la SER est inférieure à 0,01. Par ailleurs, le J-20 n'apparaît jamais face à des chasseurs adverses lors d'interception. Autant d'éléments qui mettent en doute les réelles performances de l'appareil et même sa classification de chasseur de 5e génération. Une version biplace d'entraînement, le J-20S,
aussi parfois appelé J-20B, serait en développement, notamment face à la difficulté du constructeur Chengdu de développer des simulateurs de vol. Il sera probablement équipé du WS-15 et pourra remplacer à terme le J-20 monoplace. Selon diverses sources émanant de sites spécialisés, la flotte active du J-20 chinois début 2023 serait d'au minimum 150 appareils, mais pourrait atteindre en réalité jusqu'à 208 exemplaires. Ces estimations se fondent sur les numéros de série des appareils lors de shows aériens et sur une hypothèse de production minimale de cellules pour chacun des 4 lots de production, respectivement de 18, 46, 56 et 70 appareils, confirmant au passage une accélération de la cadence de production. Il est à peu près certain que le nombre de J-20 en service aura dépassé celui des F-22, actuellement au nombre de 185. La Chine possède un unique modèle de bombardier en service, le Xi'an H-6, qui a été produit sous licence et est basé sur le Tupolev 16 à long rayon d'action. Développé dans les années 60, le H-6 est entré en service en 1969. Plusieurs campagnes de modernisation ont permis de le garder en service jusqu'à aujourd'hui. La dernière en date concerne la version H-6K, mise en service en 2011. Des nouveaux propulseurs, toujours de facture russe, lui procurent un rayon d'action de 3500 km et la charge utile est augmentée de 3 tonnes pour atteindre les 12 tonnes. Il peut emporter jusqu'à 6 CJ-10K, des missiles de croisière d'attaque au sol de très longue portée, soit 2500 km, et pouvant emporter une ogive nucléaire ou 20 bombes guidées de 500 kg. De nombreuses versions ont été produites, parmi elles le H-6G, optimisé pour le guidage de missiles de croisière, le modèle H-6M, doté du système de suivi de terrain, peut transporter jusqu'à 4 missiles de croisière. Le modèle HD-6 est une version de guerre électronique. Le H-6N aurait un rayon d'action supérieur à 5000 km avec ravitaillement en vol, faisant peser une réelle menace sur les pays voisins. Il serait capable de transporter un missile hypersonique DF-17, probablement, semi-encastré dans le fuselage. « 120 exemplaires du H-6 sont encore en service au sein de la PLAAF, entre 30 et 45 pour l'aéronaval. Leur retrait n'est pas prévu avant un certain temps, mais un projet de bombardier à faible signature radar nommé H-20 est en développement pour augmenter une capacité de bombardement longue distance limitée. Le H-20 est prévu pour l'horizon 2027-2032. La PLAAF ne possède que 5 appareils de fonction C2 pour commandement et contrôle, 2 B737 et 3 Y8T. Cela démontre la faible importance qu'accorde l'armée de l'air chinoise à la fonction C2, ne permettant pas la décentralisation dynamique de la prise de décision et nécessaire au développement de systèmes, caractéristiques des avions de combat de nouvelle génération. Un conflit généralisé ne permettrait pas à la Chine d'avoir une efficacité optimisée dans l'emploi de l'arme aérienne. En revanche, l'armée de l'air chinoise a réussi à mettre l'accent sur les plateformes aéroportées d'alerte précoce et de contrôle, tant au sein de son armée de l'air avec 29 KJ-200, 500 et 2000 de conception nationale bien que dérivée de l'Antonov 12, qu'au sein de sa marine avec 10 Y8, 15 Y9, 2 Z-18 et 9 KA-31. En comparaison, les États-Unis utilisent 87 plateformes de ce type, réparties entre E2C et E3B, tandis que le total chinois s'élève à 65 appareils. Ils rentrent pleinement dans la stratégie chinoise grâce à leur capacité de surveiller de vastes zones maritimes et adaptées à des missions d'envergure régionale grâce à leurs turbopropulseurs. À noter que l'armée de l'air chinoise s'est procuré une capacité significative en termes de SIGINT,
pour Signal Intelligence, pour le renseignement électromagnétique grâce à 7 Tupolev 154 et 5 Challenger 870 du constructeur canadien Bombardier. Environ 60% de la flotte d'avions de transport chinois, 300 au total dans l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre, sont constitués d'Y7, 8 et 9, des dérivés d'Antonov soviétiques. La plupart sont vieillissants et sont limités, sauf concernant les Y8 entrés en service en 2017 et plus performants. Cependant, la Chine développe depuis les années 2000 le Xi'an Y20, similaire à l'Ilyushin 76 et comparable au Globemaster III. Capable de transporter un fret de 66 tonnes, l'appareil offre à la Chine une véritable plus-value logistique. Une version Y20U serait entrée en service en 2022 avec une capacité de ravitaillement en vol. La dernière version, le Y20B, a été récemment remotorisée par des réacteurs à double flux WS-20 de conception nationale, se passant désormais des moteurs russes Soloviev de la version précédente et augmentant sa poussée de 16%. L'aviation navale de l'APL opère une grande diversité d'appareils de combat. Entre 34 et 120 JH-7, un biplace d'attaque au sol capable de larguer des mines aéroportées, une trentaine de J-7, entre 30 et 47 J-8, 25 J-10AH et SH, respectivement les versions navales des J-10A et J-10S, ainsi que 72 J-11BH et BSH, respectivement les versions navales des J-11B et J-11BS. Ces J-11 sont affectés au secteur de la mer de Chine méridionale et sont depuis 2016 régulièrement déployés sur des îles artificielles spécialement aménagées. L'aviation navale opère 24 Sukhoi 30 MKK, mais également une soixantaine de J-15. Le J-15 est la version chinoise du Sukhoi 33 et peut être assimilé à une version navalisée du J-11. Il existerait une version biplace nommée J-15S. La marine chinoise compterait entre 305 et 423 avions de combat, en comptant les bombardiers H-6, entre 49 et 79 avions de mission spéciale, seulement 4 ravitailleurs, des dérivés du H-6 nommés H-6DU et à faible capacité, entre 16 et 53 avions de transport, une centaine d'hélicoptères et jusqu'à une centaine d'aéronefs d'entraînement. Au total, ce sont entre 518 et 757 aéronefs employés par la Planaf. À titre de comparaison, l'US Navy en compterait environ 2600 appareils et la Marine nationale 180. La marine chinoise compte 2 groupes aéronavals opérationnels constitués autour de 2 porte-avions, le Liaoning et le Shandong. Le Liaoning est de conception russe, de la classe amiral Kuznetsov, et fut opérationnel en 2017. Ce porte-avions à propulsion conventionnelle de 60 000 tonnes et de 300 mètres de longueur utilise un tremplin de 12 degrés en sortie pour faire décoller ses appareils. Le groupe aérien embarqué se compose probablement de 12 à 24 J-15, de quelques Kamov 27 de lutte anti-sous-marine, de 2 Harbin Z9 de recherche et de sauvetage au combat, autrement dit les Pedro du porte-avions, ainsi que des hélicoptères de transport Z8 et 2 hélicoptères KA-31 de surveillance maritime. Son autonomie, environ 45 jours, limite considérablement sa capacité de projection. De plus, sa configuration Stobar, donc l'absence de catapulte, ne permet pas de faire décoller des appareils avec de fortes charges utiles, 40% inférieures à l'USS Ronald Reagan par exemple. De ce fait, le Liaoning joue plutôt un rôle d'outil diplomatique, que ce soit exercer une présence régionale, l'aide humanitaire ou bien lors d'exercices conjoints. Le Shandong, quant à lui, est le tout premier porte-avions indigène de la marine chinoise, bien qu'inspiré du Liaoning de conception soviétique. Mesurant 315 mètres, ce bâtiment de 70 000 tonnes est à propulsion conventionnelle et à configuration Stobar avec tremplin. Il a été admis au service actif en fin 2019 et son groupe aérien embarqué se compose de 36 J-15, de 2 hélicoptères Harbin Z9 ainsi que de 10 Chang Z-18.
Enfin, le 17 juin 2022, la Chine a mis à l'eau son troisième porte-avions, le Fujian, et devrait entrer en service opérationnel dans quelques mois. Il s'agit d'une rupture technologique partielle. En effet, il est toujours à propulsion conventionnelle, mais sera en configuration catobar avec une catapulte électromagnétique lui permettant de faire décoller des appareils plus lourds et d'augmenter le rayon d'action des appareils qu'il fait décoller, puisque le carburant du décollage est conservé, contrairement à la configuration Stobar. Le deuxième porte-avions de conception nationale pourra embarquer des J-15, des J-20 et même des FC-31. Ce bâtiment de 80 000 tonnes pourra également emporter des AWACS, certainement des KJ-600. Le Fujian pourra aussi faire décoller des drones comme le Chengdu Winglong 2. Un quatrième porte-avions, prévu pour 2035, est actuellement en chantier et sera à propulsion nucléaire, et la Chine rejoindra dès lors ce club très fermé des détenteurs de porte-avions à propulsion nucléaire, composé pour le moment de la France et des États-Unis. Aujourd'hui donc, la Chine possède la deuxième flotte de groupe aéronaval, loin derrière les États-Unis et leurs 11 porte-avions opérationnels, ce qui leur laisse une certaine longueur d'avance dans ce domaine. Ces groupes aéronavals permettent de remplir deux fonctions pour la Chine. Celle d'outils politiques diplomatiques puissants, de dissuasion ainsi que de protection de ses intérêts nationaux. Par ailleurs, il permet de projeter une puissance chinoise qui reste très enclavée. La Chine ne possède qu'une seule base militaire à l'étranger, une base aéronavale ouverte à Djibouti en 2017, contre plus de 600 pour les États-Unis. Les porte-avions permettent de projeter une présence militaire chinoise en se substituant à des bases à l'étranger. Mais cette fonction ne serait que de substitution, ne permettant qu'une présence temporaire, plus vulnérable et limitée à cause de la logistique, c'est-à-dire des vivres, carburant, entretien, etc. Développé à partir des années 90, le Shenyang FC-31 est le futur avion de 5e génération des forces aériennes chinoises, mais également destiné à l'export afin de concurrencer le F-35, alors le seul de cette génération actuellement sur le marché avec le Sukhoi 57. Ce monoplace de chasse a effectué son premier vol en 2012 et sa mise en service n'est pas prévue avant un certain temps. Développé sur fonds propres par Shenyang, chose extrêmement rare, il est relativement facile de comprendre qu'un tel fer de lance de la chasse chinoise signifierait que l'appareil d'État ne serait pas à l'origine de tous les programmes, y compris les plus importants. D'où l'empressement tout relatif à le mettre en service. Sa forte ressemblance avec le F-35 et le F-22 n'a rien d'un hasard, puisqu'il est en partie le fruit d'un espionnage industriel, à la différence près que c'est un bimoteur, contrairement au F-35. Dépourvu de poussée vectorielle, il offre cependant une excellente maniabilité. Les réacteurs du prototype sont des Klimov RD-93 russes de 8565 kg de poussée chacun. Il est probable qu'il puisse être équipé d'un radar AESA. Conçu pour la furtivité, il peut emporter dans ses soutes 4 missiles RR-PL9 ou 4 PL12. Grâce à 6 points d'attache sous les ailes, il peut emporter 6 autres tonnes de charge offensive. Le FC-31 atteindrait Mach 1,8, aurait un plafond de 16 000 mètres et une autonomie de 2000 km et serait capable de décoller sur 400 mètres et d'atterrir sur 600 mètres seulement. Il serait capable d'accomplir une grande diversité de missions. Défense aérienne, close air support, bombardement, interdiction aérienne et suppression des défenses anti-aériennes. Le cockpit est équipé d'un head-up display, alors que le F-35 le remplace lui par un système d'affichage avancé monté sur casque. En réalité, on en sait assez peu sur ses qualités, en particulier en ce qui concerne sa furtivité, puisque pas encore opérationnel. Il serait capable d'affronter des F-15, F-16 et FA-18, mais il y a plus de doutes face au Rafale, au F-22 et au F-35, voire même à l'Eurofighter. Le principal atout qui semble indiscutable est le prix, estimé autour de 70 millions de dollars grâce à une traditionnelle maîtrise des coûts, face à un F-35 bien plus cher,
et dont il faut payer la mise au standard systématique. Une version navalisée, appelée par la plupart des open source J-35, est en cours de développement. En effet, un des prototypes possède un train à 2 roues, c'est-à-dire un train renforcé pour les appontages en configuration Katoba. Il serait donc destiné au futur Fujian et assisté par un KJ-600. Le J-35 pourrait transporter des missiles RR moyenne portée PL-15. Étant donné que les autorités chinoises communiquent très peu sur l'état de leurs forces armées, il est très difficile d'avoir une idée précise du nombre d'appareils en service, encore plus lorsque la production de certains types d'appareils augmente au fil des ans. J'ai donc croisé les estimations de plusieurs sites spécialisés pour donner une fourchette. Il est fort probable que l'aviation militaire chinoise reste numériquement inférieure à celle de la Russie, donc au 3e rang mondial. La Chine aurait au bas mot une flotte totale de 3300 appareils, pouvant monter jusqu'à 5000 selon les estimations. La 3e force aérienne mondiale est amenée à moyen terme à dépasser la Russie en nombre, et les experts s'interrogent si en capacité elle ne l'a déjà pas dépassée. Dans le détail, la force aérienne de l'APL, la PLAF, compterait entre 1900 et 2900 appareils tout type confondus, soit 58% des appareils. L'aéronavale, la PLANAF, compterait entre 500 et 750 appareils, soit 15% du total, tandis que l'aviation légère de l'armée de terre, la PLAGF, compterait entre 900 et 1300 appareils, soit 27% du total, essentiellement des hélicoptères d'attaque et de transport. L'une des menaces globales, et qui entrave sa politique régionale, serait le pivot du rôle de l'OTAN contre la Chine, et que les États-Unis essayent de mettre en place depuis Obama. Il est évident qu'un tel conflit serait inenvisageable pour la Chine. Cependant, en cas d'invasion sur Taïwan, elle pourrait compter sur la réelle incertitude de la solidarité des membres de l'OTAN, dans une région que l'article 5 n'est pas censé recouvrir, et donc que son activation ne serait pas automatique. La force aérienne de l'APL opérerait une flotte minimum de 1240 appareils de combat et bombardiers, mais celle-ci atteindrait plus probablement 1900 appareils. Il est à peu près certain qu'elle dépasse celle de la Russie. Depuis 2016, la production s'est concentrée sur 3 appareils multirôles et d'attaque, le J-10C, le J-16 et le J-20. La principale menace militaire pour la Chine est celle constituée des groupes aéronavals américains. Pour cela, elle doit s'équiper en conséquence. Pour détruire ne serait-ce qu'un porte-avions, on estime qu'il faudrait au minimum 4 escadrons de porte-missiles, soit une quarantaine d'appareils, appuyés par 2 escadrons de guerre électronique. D'ailleurs, les exercices chinois ayant pour objectif la destruction de porte-avions américains le démontrent. Saturer les défenses de groupes aéronavals avec un grand nombre d'appareils sera en revanche moins décisif avec l'arrivée de missiles hypersoniques. En attendant, la Chine peut compter sur le 4e parc d'aéronefs dédié aux missions spéciales, à savoir une vingtaine d'Y8 et Y9 dédiés à la guerre électronique. Les Y8, développés dans les années 70, sont vieillissants, et le Y9, dont le premier vol eut lieu en 2010, est en nombre encore insuffisant pour pouvoir effectuer plusieurs attaques de porte-avions simultanément. La guerre électronique serait donc, dans une certaine mesure, un point faible dans la gestion de cette menace. En revanche, le parc d'avions de chasse chinois, le 2e mondial, se développe rapidement et une modernisation est bien entamée, en particulier grâce aux productions des J-10C, J-16 et J-20. La Chine possède la 3e flotte d'avions de transport au monde, avec un peu plus de 300 appareils estimés. Au moins 238 dans l'armée de l'air, 16 dans la marine et une douzaine dans l'armée de terre. Le pays se place également en 3e position en nombre d'hélicoptères. L'armée de terre compte entre 800 et 1230 hélicoptères, dont au minimum 391 d'attaque et 407 de transport. La marine en possède une centaine,
tandis que l'armée de l'air dispose entre 73 et 115 appareils. La flotte active d'hélicoptères est estimée entre 971 et 1445 hélicoptères. Il est clair que la Chine n'a pas encore atteint le statut militaire correspondant à son importance économique, ce qui est particulièrement vrai pour ses forces aériennes. Les livres blancs de la défense chinoise disent vouloir rivaliser avec les États-Unis de manière asymétrique, c'est-à-dire développer des armes disruptives, comme des missiles supersoniques, pouvant détruire plus de forces adverses avec des forces engagées plus faibles. Il n'en demeure pas moins que la Chine tend à s'inspirer de son rival pour l'égaler en nombre, en qualité et en capacité. La Chine s'est considérablement améliorée dans de nombreux domaines. Ses forces aéronavales, les chasseurs de 5e génération, etc. 3 grands défis montrent pourtant que la Chine est toujours en progrès. L'intégration dans la lutte conjointe, ses capacités limitées de ravitaillement en vol, ainsi qu'une dépendance de la production sur certains secteurs, comme la motorisation de haute puissance. Même si l'armée américaine gardera des avantages concurrentiels sur la Chine dans le domaine aérien pendant encore un certain temps, la dernière chose à faire serait de sous-estimer la Chine dans les capacités de ses appareils, l'état de ses forces, ou bien encore dans la rapidité des progrès qu'elle est encore capable de réaliser. À la différence des pays occidentaux, la Chine possède des atouts structuraux importants. Le soutien politique indéfectible de l'appareil étatique, une planification permettant une maîtrise du temps et des coûts, ainsi que la collaboration quasi obligatoire du secteur de la recherche civile. L'expansion des forces armées chinoises est avant tout à voir par le prisme de l'histoire. La Chine des 18 provinces s'est unifiée en 221 avant Jésus-Christ et fut à la pointe du progrès et parmi les plus importantes économies mondiales jusqu'à la révolution industrielle qu'elle a ratée et fut déclassée. Depuis, la Chine tente de retrouver son rang avec pour objectif ultime devenir la première économie, première nation et première puissance mondiale d'ici 2049, à l'occasion des 100 ans du Parti communiste chinois. La puissance militaire n'est qu'un moyen de parvenir à cet objectif tout à fait assumé, tout comme l'instauration d'un nouvel ordre mondial qu'elle tente d'instaurer au travers d'institutions internationales ou régionales. La puissance conventionnelle de la Chine dans le domaine aérien a depuis une trentaine d'années progressé aussi rapidement que son expansion économique. Au point de se demander de manière légitime si le ralentissement de la croissance économique qui se profile aura un impact sur ce développement. L'importance quantitative des forces aériennes chinoises dépendra, à mon sens, étroitement de l'évolution de la croissance chinoise, des priorités mises plus sur l'économie ou bien de consacrer une part de PIB plus importante au budget des armées pour parvenir à ces objectifs politiques. On peut également se poser des questions sur le futur appareil de 6e génération chinois. Alors que les États-Unis ont bien avancé sur le NGAD, que le SCAF réunit 3, peut-être 4 Européens avec la Belgique, que le GCAP rassemble, lui, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, la Chine est seule pour concevoir un appareil de 6e génération. Il semblerait qu'il s'agisse d'une aile volante. Il serait légitime de se demander si une coopération sino-russe dans ce domaine ne serait pas envisageable à l'avenir. La Chine est amenée à devenir d'ici peu la 2e puissance aérienne au monde, si elle ne l'est pas déjà. Le pays se nourrira-t-il de la rivalité sino-américaine pour accroître ses capacités aéronautiques, ou bien va-t-il subir l'endiguement auquel il dit vouloir échapper, mais qu'elle a notamment suscité par ses ambitions territoriales? Autant de questions dont un avenir proche nous révélera peut-être quelques réponses.